Toujours en novembre pour les amoureux du sport. Au cœur du sport, votre meilleur programme. Analyse et perspective. Un invité déjà sur ce plateau pour parler de notre système financier et son incidence sur l'économie nationale. Alors, il s'appelle Lambert Ntambwe, expert en économie et finances publiques. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Crispin. Je suis heureux de vous avoir sur ce plateau parce que les questions sont nombreuses et pertinentes, surtout de la part de ceux qui nous suivent. Déjà, l'annonce a été faite au début de cette tranche matinale. Déjà, la première question, quand on dit système financier d'un pays, qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup pour votre invitation et l'honneur que vous me faites de passer encore une fois de plus sur votre plateau. Pour aller droit à votre question, le système financier, c'est quelque chose qui joue un rôle d'abord très prépondérant dans l'économie nationale. Le système financier, c'est l'organisation qui aide à financer l'économie d'un pays. Et vous connaissez très bien le rôle que joue l'économie dans un pays. Et c'est l'économie qui amène le produit intérieur brut, qui aide à financer les investissements. Donc, si le système financier est... si vous avez un très bon système financier, votre économie sera aussi croissante et puis les investissements productifs. En bref, c'est ce que je peux dire. Et l'état actuel de notre pays, comment vous voyez notre système financier? Avec aujourd'hui, l'actualité en tout cas est connue, la RDC. C'est vrai que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, nous sommes beaucoup plus fréquentés par ces institutions de Bretton Woods qui nous apportent des appuis à tout moment. Est-ce que ce n'est pas l'endettement pour, qui aura peut-être des conséquences pour des générations futures? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux... on doit faire la démarcation de choses entre le financement du pays et le financement de l'économie. Si on parle ici des systèmes financiers, il s'agit bien du financement de l'économie, c'est-à-dire beaucoup plus l'économie privée. Parce que le pays, chaque fois, l'État n'est pas une entreprise qui court après la rentabilité. L'État court généralement sur l'intérêt général de la population. Alors, versant sur ce que vous avez soulevé tantôt, l'actualité sur l'endettement et consorts, je pense que l'endettement n'est pas une mauvaise chose en soi, en finance. Tout dépend de l'affectation que l'on donne sur cette dette. En économie, disons en finance, vous avez le bilan. Dans le bilan, vous avez l'endettement qui est dette à long terme. Et puis, dans le passif du bilan, vous avez les dettes à long terme. Dans l'actif, vous avez des capitaux, vous avez les investissements en fait. Dans l'orthodoxie financière voudrait assez que les passifs de long terme puissent financer les actifs de long terme. Vous voyez. Donc, les dettes à long terme financent les investissements. Et là, il n'y a pas de problème. Parce que ces investissements sont générateurs des revenus et ces revenus vont payer le principal et même les intérêts de la dette. Mais lorsque il n'y a pas orthodoxie financière, c'est-à-dire les dettes à long terme commencent à financer la consommation courante, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a Et les nôtres, nous, sont affectés à quoi? Les dettes, là, on vous annonce je pense 300 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, ça va où? La dette publique congolaise, à nos jours, se chiffre à 10 milliards 800 millions. Donc 10,8 milliards de dollars. Ça a commencé depuis à nos jours. Nous avons, à 2019, on est passé à 3 milliards quelque chose et puis du coup, en 2024, on est autour de 10,8 milliards de dollars américains. Vous appelez ça toujours bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? En tout cas, je l'ai dit et je me répète qu'une dette n'est toujours pas, une dette à long terme n'est toujours pas une mauvaise chose. Tout dépend de l'affectation que l'on donne à cette dette. Vous avez, il y a des pays le plus industrialisés au monde qui sont plus endettés. Mais le problème, c'est que ces dettes
aide pour financer les industries du pays. Et ces industries sont génératrices des revenus. Et ça fait le boom de l'économie nationale. La dette n'est pas une bonne chose. Tout n'est pas une mauvaise chose, vous disais-je. Tout dépend de l'affectation que l'on donne. Et d'ailleurs, en finance, nous avons ce que nous appelons le levier financier. Donc, l'effet de levier, c'est-à-dire l'incidence des dettes sur le financement du pays, sur les investissements du pays. Parce que si vous avez une dette, vous demandez un crédit, vous avez une dette à long terme. Nous parlons bien de dettes à long terme. Vous avez une dette à long terme que vous allez payer aux échéances peut-être de 10, 15 ans. Vous prenez cet argent que vous fructifiez. Mais ça vous est profitable. En Alors, quoi est-ce que c'est là? Parlons de ce qui nous arrive en tout cas. Monsieur Tamboué Albert plutôt. Lambert. Et Tamboué Lambert, excusez-moi. Est-ce que les 7 milliards accumulés, maintenant, parce qu'on était à 3 milliards, oui, vous avez dit, en 2019. En 2019. Aujourd'hui, à 10 milliards. 10,8 milliards. 800 millions de dollars. Oui. Cet argent, 1 milliard de dollars, a été affecté quoi à long terme qui va produire des intérêts, selon les informations de votre possession? Bon, je préfère rester aux informations qui sont d'actualité. Nous avons suivi le ministre, le battant ministre des Finances, Doudou Fouamba, l'excellence, qui, ayant décroché un contrat avec le Fonds monétaire international, d'ailleurs c'est l'information de la semaine dernière, de 2 milliards, un soutien de 2 milliards, 2,8 milliards, donc 2 milliards 800 millions. Les 2 milliards viennent s'ajouter aux 10 milliards déjà accumulés. Ça sera même donné en 2025, ce n'est pas comptabilisé en 2024. Ah, donc. Et le tout ne sont pas une dette, il y a une partie des facilitations à terme environnemental, parce que vous savez que la République démocratique du Congo représente le 2e poumon du monde à ce qui concerne le domaine d'environnement, et que cela aide aussi à la réduction de gaz à effet de serre que les pays industrialisés sont en train de produire par leurs industries. Donc la RDC étant un pays solution, la RDC doit aussi recevoir des appuis en termes énergétiques venant, en termes environnementaux venant des pays industrialisés. Là, ce n'est pas le problème. Mais non, le ministre a trouvé cela en place. Vous savez très bien que ce gouvernement n'est là que depuis 4 mois. Ils ont été investis, si ma mémoire est bonne, en juillet 2024. Et nous sommes là en novembre. Donc, ils ont trouvé la situation telle qu'elle est. Donc, ils sont en train de se battre comme des petits diables pour trouver des solutions. Et des solutions, si ces solutions passent par un endettement, il faut trouver cet endettement pour le fructifier et pour payer ce qu'ils ont trouvé comme dette. Et là, ils ont été clairs. Le ministre a été clair. C'était le ministre des Finances, d'ailleurs, qui a tenu une conférence de presse à la Cité de l'Union africaine. Cet argent sera affecté, primo, à la diversification de l'économie, et secondo, à l'épanouissement de l'agriculture, relance de l'agriculture. Et ce sont là... Ça, c'est encore la théorie. Mais revenons sur les 7 milliards utilisés. C'était ça ma question. Selon les informations que vous avez, vous, comme expert en économie et finances publiques, les 7 milliards depuis 2019 des dettes ont servi à quoi en termes d'investissement à long terme, des investissements qui vont permettre de rembourser facilement et de permettre aux jeunes ou aux générations futures de ne plus avoir sur les dos une dette collée que nous devons payer quoi qu'il arrive. Non, on ne doit pas nous voiler la face parce que la science, elle est claire. Ouais. Il y a la loi sur la reddition de comptes qui est là. Et c'est la loi sur la reddition de comptes qui donne l'utilisation de tout ce qui a été comme ressources de la République à un moment X. La loi est claire. Je vous envoie lire cette loi et d'ailleurs elle vient d'être discutée au Parlement et nous savons tout ce qu'il y a comme faiblesse liée à cette loi et la polémique d'ailleurs qui est là-bas au niveau du Parlement et les gens qui doivent être peut-être poursuivis. Il y a des commissions qui ont été créées pour suivre cette utilisation. Et étant donné que cette commission n'a pas encore révélé ses conclusions, moi je préfère me taire. Vous pensez que la commission va vous dire la vérité alors que c'est parti depuis... Ce sont des élus du peuple. Il y a une question pour vous de Gali depuis Yaoundé. Oui. Posez la question à votre invité. Quelles sont les industries, les industries créées avec cette dette jusqu'à nos jours? Bon, il dit, c'est pratiquement ma question. Oui, oui.
à quoi sert cet argent? Vous dites qu'il faut attendre. Il faut attendre la commission qui est en train de statuer sur ça et l'Assemblée va nous éclairer, nous tous. Il n'y aura pas peut-être grand-chose avec cette commission. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste, moi, en tout cas. Non, non, ne soyez pas pessimiste. Je suis réaliste, je ne suis pas pessimiste. Ce sont des élus du peuple. Moi, j'espère qu'ils vont nous faire un bon travail, mais j'aimerais m'apaisantir sur ce qui s'est fait maintenant au niveau du gouvernement. Comme Congolais, enlevez votre casquette d'expert en économie ou d'un cadre d'un parti politique. Parce qu'avec Tchamala sur ce plateau qui était là, mon confrère, on s'est interrogé sur ce que deviennent nos professeurs, nos experts lorsqu'ils font partie des partis politiques. Là, je vois en train d'aduler les ministres Doudou Famba, qui selon vous fait un travail formidable. Je ne suis pas contre. Ouais. À 4 mois, il a réussi quand même à décrocher un bon contrat avec le Fonds monétaire international. Est-ce qu'il y a possibilité de vous dépouiller des couleurs politiques pour dire la vérité aux Congolais? Est-ce que les 7 milliards, comme Congolais, comme experts, en attendant les fameux rapports de la commission au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez l'impression que l'argent a été utilisé pour investir, pour développer les pays, afin de rembourser sans grincer les dents? J'aimerais qu'on soit clair. Vous m'avez présenté comme expert en économie et en finances publiques. Je n'ai aucune casquette d'un quelconque parti politique. Pas des couleurs politiques. Et d'ailleurs, je vous dirai aujourd'hui que je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je reste scientifique, je reste un expert, je mène mes analyses et je propose des pistes et solutions comme un républicain. Et en étant républicain, je ne suis pas là pour critiquer ou pour encourager. On critique ce qui est à critiquer, on formule des recommandations en termes de suggestions et on encourage ce qui est encourageable. Et tout celui qui agit, tout ce qui agit au profit de la République, on l'applaudit. Et tout ce qui va à l'encontre des intérêts de la République, on le critique. C'est comme ça que nous, républicains, nous fonctionnons. Donc, si j'essaye de jeter des fleurs dans la route de ces ministres qui, pour nous, dans notre domaine, on a vu que dans peu de temps, il est en train de produire des effets positifs par rapport à ce qu'on a eu à constater il y a peu. Donc, cela va de soi, c'est un républicain qui vous parle. Alors, parlant de 7 milliards de dettes qu'il a trouvées, d'ailleurs, c'est 6 milliards 900 si ma mémoire est bonne. Donc, ça, ce n'est pas un problème, étant donné que la loi sur la reddition de comptes et ce qui se fait au Parlement ne nous a pas encore révélé. On risque de mettre les charrues devant le bœuf. Si aujourd'hui nous disons que sur le plan national, on ne voit pas d'incidence, alors que peut-être cet argent serait gardé quelque part, ou peut-être déjà ça finance un projet quelque part. Nous avons plusieurs projets, notamment au niveau de l'énergie. Nous avons Inga 2, 3, ainsi de suite, et qui a besoin de financement. Là, j'ai même mes réserves, j'attends qu'on... Il y a beaucoup d'interrogations, vous allez répondre aux questions des Congolais. Hein. Oui, oui. En tout cas, sans problème, on est là pour ça. Nos téléspectateurs, Mampouy a dit les 2,8 milliards endettés auprès du FMI ne concernent pas les financements de l'environnement. Ton invité fait la diversion, les fonds des effets de serre ou les crédits carbone. Hein. Ces fonds ne sont pas encore déterminés parce que jusque-là, la RDC, malgré sa participation à plusieurs réunions sur le climat, n'a pas encore, jusqu'à preuve du contraire, obtenu gain de cause. En tout cas, j'enverrai notre téléspectateur à lire l'article que l'FMI a publié. Je ne suis pas là pour faire la diversion. L'FMI a publié un article qui est clair. Il doit aller au site des FMI et avoir ce que je suis en train de dire. Il y a une facilitation en termes environnemental de 1 milliard, 1,2 milliard. Et le reste, c'est un crédit à long terme pour soutenir la diversification de l'économie congolaise. Là, c'est clair, il n'y a pas de polémique là-dessus. Très bien. Alors, dans notre pays, dans l'opinion, les gens pensent que l'État congolais où il n'y a pas de banques congolaises, des banques appartenant aux Congolais au pays. Est-ce que c'est vrai ça? Revenant, là vous êtes déjà de retour dans le système financier, merci beaucoup. Je dois commencer par présenter le système financier congolais et c'est à ce moment-là que vous allez savoir situer chaque histoire. Le système financier congolais se présente sous forme pyramidale dont au niveau du sommet, vous avez la banque des banques que nous appelons la Banque centrale du Congo. Et puis à la base, vous avez d'un côté les institutions financières, établissements de crédit,
et de l'autre côté, vous avez les institutions financières non établissement de crédit. Pour les institutions financières établissement de crédit, c'est là que vous avez des banques commerciales que nous avons. Vous avez les coopératives d'épargne et de crédit. Vous avez des caisses générales d'épargne. Nous n'en avons qu'une, notamment la Cadeco. Vous avez aussi des sociétés financières comme la Sofide. Et vous avez enfin des institutions financières spécialisées comme le Fonds pour la promotion de l'industrie, le FPI. Ça, ce sont des institutions financières, établissements de crédit. Les institutions financières, non établissements de crédit, là, vous avez par exemple les sociétés d'assurance, vous avez par exemple des caisses nationales de sécurité sociale, nous en avons déjà deux, la CNSS et la CNSAP, et vous avez encore dans les non-établissements de crédit le bureau d'échange. Donc, ce sont des institutions qui manipulent la monnaie, mais qui n'octroient pas des crédits. Voilà pourquoi on les appelle institutions financières, établissements, non-établissements de crédit. En ricochet, pour chuter à votre question, les banques, il y a une polémique qui, bon, je ne sais pas, une polémique peut-être voulue, qui aujourd'hui, cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Il n'y a pas de banque congolaise, toutes les banques sont étrangères. J'aimerais apporter un peu une lumière à notre téléspectateur, parce que ce genre d'émission a beaucoup plus de caractère pédagogique. Vous savez, la nationalité d'une banque et la nationalité des capitaux ou des actionnaires d'une banque, c'est deux choses différentes. Une banque est réputée congolaise lorsqu'elle est créée selon la loi congolaise. Et une banque est étrangère lorsqu'elle a été créée selon la loi étrangère. C'est comme ça que si vous allez dans le site de la Banque centrale du Congo, vous verrez dans ces rapports, la Banque centrale nous donne une liste des banques agréées au Congo. Vous avez des banques internationales qui sont agréées au Congo, du genre Citigroup, du genre Standard Bank, ce sont des banques internationales. Et vous avez des banques panafricaines qui fonctionnent ici au Congo, notamment, si je peux citer rapidement, les Ecobank, les Bank of Africa, les First Bank of Nigeria, toutes ces banques qui fonctionnent ici sont des banques panafricaines. Equity Bank, par exemple, aussi. Et vous avez des banques congolaises. Ce sont des banques qui ont été créées selon la loi congolaise. Donc, la première catégorie... Ces banques. Banque congolaise. Les banques qui ont été créées selon la loi congolaise. Vous avez par exemple la Rabobank, vous avez par exemple la tranche Trust Merchant Bank, la TMB, oui. Vous avez la Solidaire Bank, vous avez la Sophie Bank. Donc, ce sont là les banques qui ont été créées selon la loi congolaise et donc, juridiquement par là, ce sont des banques congolaises. Elles appartiennent aux Congolais ou aux étrangers? C'est ça le problème maintenant. La nationalité des actionnaires est beaucoup plus assimilée à la nationalité des capitaux de la banque, mais pas à la nationalité des banques. Donc, si les actionnaires sont des étrangers, cela ne voudrait pas dire que la banque soit étrangère. Donc, la condition pour créer une banque, si je peux y aller rapidement. Allez-y. Donc, la condition pour créer une banque, il faudrait que d'abord les actionnaires, parce qu'on est en train de parler d'actionnariat, que les actionnaires de cette banque puissent détenir une société SARL ou société anonyme au Congo et prouver pendant au moins 3 ans qu'ils ont bien géré leurs avoirs, qu'ils ont présenté des bons résultats avant de se proposer pour gérer les épargnes du Congolais. Ça, c'est la première des conditions. Donc, et c'est comme ça que vous allez voir que la Rabobank est liée à une société qui est ici depuis des années, notamment la Beltesco, Marsavco aussi, et la Trash Merchant Bank TMB est liée à un ancien bureau d'échange. La Solidaire Bank est liée à une messagerie financière et la Sophie Bank est liée à une messagerie financière. Donc, il y a, si je dois bien comprendre, il n'y a aucune banque avec des actionnaires majoritairement congolais. Ça, en tout cas, vous avez raison. D'ailleurs, vous parlez de la majorité, mais moi, je vous dirais qu'il n'y a aucune banque commerciale dont l'actionnariat est entre les mains des Congolais. Et nous avons parlé juste d'une condition pour créer une banque. Il y en a d'autres, notamment la condition juridique. Vous ne devez pas, par le passé, avoir été condamné pour faux en écriture et usage en faux, parce que vous êtes un banquier, vous devez quand même être sincère. Il y a la condition liée au capital social, que pour créer une banque en RDC, il faut détenir au
au moins le capital de 11 millions de dollars. Et à la différence avec l'Afrique de l'Ouest et la zone CEDEAO qui sont à 50 millions. Voilà pourquoi vers les années 2015, plusieurs banques ouest-africaines ont migré vers la RDC. C'est ce que nous insistons à tout moment à l'égard du gouvernement congolais. Ils doivent assainir le climat des affaires. Et lorsque vous assainissez le climat des affaires, les investisseurs viennent eux-mêmes. Donc vous voyez la différence entre CEDEAO 50 millions et RDC 11 millions. Et les hommes d'affaires suivent là où le climat des affaires est morose. Voilà pourquoi ils sont venus vers la RDC et nous avons plusieurs banques. Mais finalement, monsieur Lambert Ntambwe, qu'est-ce qui manque aux Congolais? Congolais qui sont assis sur ce que peut appeler manne, parce que c'est Dieu qui nous a donné tout ça, nos forêts, nos rivières, nos lacs, nos minéraux. Hein, partout dans ce pays, il y a des minéraux. Qu'est-ce qui a manqué aux Congolais depuis 60 de s'associer, créer une fils qu'une banque crédible? En tout cas, ce qui manque aux Congolais, moi je dirais premièrement, c'est l'information et puis la culture. Donc, les Congolais est beaucoup plus dans les ici et maintenant, des opérations comme le commercial. Ils sont dans l'importation des marchandises, l'achat et la revente, tout ça, et puis la prestation de services, tout ça. Peut-être l'information, parce que pour créer une banque, il y a beaucoup de préalables. Vous devez avoir, c'est quand même un secteur sensible. Vous devez être bien conseillé, avoir un bon financier qui va vous montrer comment est-ce que les choses fonctionnent. Mais si vous n'avez pas la tête à ça, vous prenez juste les choses à la légère. La plupart de nos compatriotes sont dans des financements, dans des mécénariats, dans des histoires de football, dans des histoires de la musique, et on est réputé dans ça, et on oublie un secteur aussi lucratif que celui-là. Aujourd'hui, la banque comme la Freeland First Bank est en difficulté. La Freeland First Bank en difficulté et en cogestion même avec la Banque centrale. Donc, son actionnariat doit nécessairement nécessiter l'appui des nouveaux actionnaires. Mais je conseillerais à mes compatriotes d'aller acheter des actions là-bas. Vous achetez des actions et vous prenez la direction de cette banque. Mais lorsque les Congolais ne sont que des agents, ils subissent les décisions des étrangers qui sont dans l'actionnariat. Parce que dans des réunions des assemblées générales des actionnaires ou des assemblées générales extraordinaires ou ordinaires, les Congolais n'y sont pas. Les étrangers décident eux-mêmes, ils orientent leur société et vous n'êtes là que pour appliquer ce qu'ils ont décidé. D'abord, l'État aussi doit aider notre République avec la création, par exemple, des banques spécialisées comme nous n'avons pas, vous savez, de banques agricoles, nous n'avons pas de banques d'investissement. On n'a que de banques commerciales. Où est-ce que le Congolais va trouver cet argent pour investir s'il n'y a pas de banque d'investissement? Donc, avec un système financier complètement défaillant, en tout cas, vous êtes en train de parler, aujourd'hui, notre économie est entre les mains des étrangers. Quel est le danger qui nous guette en ce moment? Ça fait mal de constater que la grande partie ou la majeure partie de notre économie congolaise est entre les mains des étrangers. Vous partez dans des secteurs banquiers. Moi, je vous ramène même dans les secteurs alimentaires parce que c'est chaque jour que nous sommes appelés à manger. Regardez dans nos supermarchés, les noms de nos supermarchés, lesquels reviennent aux Congolais. Tout de suite, vous allez chercher lesquels. Mais je le disais ici tantôt que les opérateurs économiques sont à la recherche de là où le climat est bon. Le climat des affaires est bon. Ici aujourd'hui, un de nos voisins nous fait la guerre économique en allégeant un peu la fiscalité et puis en assainissant leur climat des affaires. Il va sans dire que les opérateurs économiques étrangers qui investissent chez nous auront tendance à aller là-bas. Si on se réveille un matin, nous n'avons plus de supermarchés au Congo. Nous allons acheter à manger où? Les Kin-marchés, les escales, et tous ces mondes-là, ils ferment ou ils partent dans un autre pays. Ça, c'est fait la question. Le problème, je crois, vers les années 2012 avec la BAT, hein, British and American Tobacco, qui a fermé et qui a ramené son usine au Kenya. Et aujourd'hui, nous dépendons maintenant des produits qui doivent être produits au Kenya et renvoyés en RDC au lieu d'avoir... Ils ont désinvesti complètement en RDC. Il y a une marque pour vous, ça vient de M. Lomboto Isso.
sont beaucoup suivis ce matin. Il y a beaucoup de messages. Je n'ai pas le temps de les lire tous. En tout cas, il dit bonjour, cher Tchibinkoufwa, et salut votre invité. Merci. Le temps n'est pas encore venu pour jeter des fleurs au ministre des Finances, car il n'a pas encore investi dans une ou des sociétés. En tout cas, il y a des sociétés comme il a cité Beltesco, Marsavco et autres qui sont étrangères. Il n'y a donc pas une banque commerciale des capitaux et propriétaires congolais. Oui, en tant qu'expert en finances publiques. Qu'est-ce qu'il propose aux politiques et aux autorités congolaises? En tout cas, je propose, merci beaucoup d'abord aux téléspectateurs, on ne jette pas trop de fleurs. D'ailleurs, pour jeter des fleurs, il faut les couper, alors que l'environnement nous interdit de les couper. À tout moment, il faut planter des arbres que de les couper pour jeter aux gens. À notre téléspectateur, je dirais tout simplement que nous encourageons ce qui est encourageable. Le fait seulement d'obtenir ces partenariats avec le Fonds monétaire international, cela n'arrive pas toujours. Cela n'arrive pas toujours. Au temps du gouvernement de Matata, il a beau travailler, il n'avait jamais obtenu l'appui de la Banque mondiale ni du Fonds monétaire international. Tout simplement parce qu'ils estimaient que la gestion n'était pas bonne, dans les techniques de gestion mises en place. Mais aujourd'hui, voir Bretton Woods venir vers nous, c'est-à-dire qu'il y a quand même un lueur d'espoir. C'est des experts internationaux. Ils ont quand même vu que non, il y a un lueur de l'espoir et ils peuvent encadrer notre économie vers l'émergence. C'est ce que nous encourageons au jour d'aujourd'hui. L'investissement de cet argent, d'ailleurs nous attendons, c'est pratiquement au premier trimestre de l'année prochaine que ces financements vont commencer à tomber dans notre économie. Et puis cela a été déjà planifié, que ça sera investi dans la diversification de l'économie. Qui parle de diversification, il s'agit bien de l'investissement. Il s'agit bien de l'investissement à long terme. Et les investissements à long terme sont toujours générateurs de revenus et ça va réduire les taux de chômage qui d'ailleurs est alarmant à plus de 80% au jour d'aujourd'hui. Plus de 80% de la population active est au chômage. Bon, alors, et une autre question, parce que là on est en train de chiter rapidement, hein, on n'a pas assez de temps en tout cas, la matière est abondante. Il s'appelle Donancien Tchebois, depuis Rome. À Rome, en Italie, il dit merci de recevoir votre expert. Comment lui qui est expert en économie et finances peut-il prétendre attendre les rapports venant de l'Assemblée nationale avant de tirer des conclusions sur l'utilisation d'autant de milliards en dette aujourd'hui? Est-ce qu'il a peur des politiques? Non, je n'ai pas peur de politique, mais étant expert, j'ai besoin des éléments probants pour formuler mes analyses. Je ne peux pas formuler mes analyses sur base des spéculations et là, je sortirai du cadre scientifique. Revenant à comment financer l'économie congolaise, donc je proposerai, ce que l'autre invité a demandé, je proposerai au gouvernement congolais d'accélérer la bancarisation parce qu'il n'y a que 6% de la population qui est bancarisée au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les 6%, il faut sortir au moins 3% qui est des comptes qui sont constitués de comptes de paiement des salaires de fonctionnaires et agents de l'État. Et s'il faut investir, on ne donnera pas de crédits d'investissement au compte salaire. Et au compte salaire, on donne généralement des crédits de consommation. À la différence entre les banques commerciales que nous détenons et la banque d'investissement que nous souhaitons, que nous proposons à l'État congolais de créer, c'est que les banques d'investissement accordent ou octroient des crédits à long terme. Et c'est des crédits à long terme qui sont censés être réinvestis. Et tandis que les banques commerciales donnent des crédits commerciaux. Et les crédits commerciaux sont généralement à courte durée, des crédits de consommation qui ne peuvent pas être investis et générer des revenus. Si l'on veut aller vers la croissance économique, on doit beaucoup plus penser sur l'investissement. Et pour penser sur l'investissement, on doit avoir des banques d'investissement. Aujourd'hui, nous décrions le fait que ce sont des étrangers qui détiennent des capitaux. Qui sait que ces étrangers amènent leurs capitaux à partir de leurs banques d'investissement de leurs pays respectifs? Ils puisent de l'argent là-bas, ils viennent investir chez nous parce qu'il y a de perspectives de rentabilité. Mais les Congolais, ils ne vont pas aller s'endetter à l'étranger. Il faudrait que l'État congolais
crée un climat des affaires moroses pour permettre aussi aux Congolais d'avoir la main dans le pâte. Sinon, on sera toujours là en train de voir les autres s'enrichir à notre barbe et demain, si ils prenaient la décision de désinvestir les cas de la BAT que j'ai cité tout de suite, et là, on ne saura plus à quel sens c'est voué. Voilà pourquoi on est en train de tout importer, que ce soit les denrées alimentaires, que ce soit le produit des premières nécessités, on importe tout, parce que nous manquons des usines, nous manquons des industries. Donc l'État doit arranger le climat des affaires. Arranger le climat des affaires, c'est-à-dire réguler les secteurs fiscaux, réduire, on peut même aller à la franchise fiscale. Les Émirats Arabes Unis en ont fait, ils ont développé leur pays. Le Singapour en a fait, il a développé son pays. Et le trop d'impôts tue l'impôt. Hein? Il faudrait qu'on essaye de voir. Dernière question en 30 secondes pour vous libérer. Gali, vous êtes expert. Est-ce que vous savez comprendre la différence de ce qu'avait fait Matata en son temps et ce que font les autres qui vous prétendez aduler? Et puis qu'ils sachent qu'il n'y a aucune banque qui appartient aux Congolais, malgré c'est sur les lois congolaises. Alors 30 secondes, c'est pour conclure et vous libérer. Alors, ce qu'a fait Matata à son temps et ce que les autres sont en train de faire, je ne sais pas comparer le gouvernement souminois et le gouvernement Matata parce que le gouvernement souminois n'a même pas encore posé des actes. Ils sont au premier budget qui va d'ailleurs entrer en vigueur en janvier 2025. Ils sont en train de résoudre ce qu'ils ont trouvé comme problème et ils imaginent des solutions. Et ce que moi j'accepte, ce que moi j'applaudis, c'est qu'ils vont directement vers la diversification de l'économie, ce que Matata n'avait pas fait. Le gouvernement Matata était beaucoup plus sur les infrastructures. Et avec le 5 chantier, la révolution de la modernité, vous le savez très bien, il avait quand même l'avantage d'avoir un taux de croissance? Non, pas le taux de croissance, mais le taux d'inflation. Le taux d'inflation un peu réduit, ce qui lui a permis de jeter beaucoup plus de l'argent sur terrain pour les infrastructures. Aujourd'hui, le gouvernement souminois a trouvé le taux ce taux à 14%. Vous voyez, lorsque le taux est à 14%, donc il y a la hausse généralisée de prix, donc l'inflation. Ils sont en train de lutter et la Banque centrale est en train d'utiliser la politique monétaire restrictive pour essayer d'absorber la monnaie en circulation et essayer de réduire le taux directeur qui est aujourd'hui à 25%. Or, les banques commerciales font la différence entre les taux directeurs de la Banque centrale et le taux débitaire pour octroyer des crédits. Et c'est là le problème. On ne sait pas trop octroyer des crédits aujourd'hui et les crédits coûtent cher à cause de la hausse du taux directeur de la Banque centrale. Or, la Banque centrale utilise la politique du gouvernement. Et la politique du gouvernement consiste à mettre un peu la pression à la Banque centrale pour absorber la grande quantité de la monnaie en circulation et essayer de réduire le taux de chômage. Si vous lisez la loi de finances 2025, le taux d'inflation qui est projeté pour 2025, c'est 9%, contre 14% qu'ils ont trouvé. Voilà pourquoi nous encourageons ces gouvernements de souminois. Parce qu'ils ont trouvé un taux à 14% et ils ont projeté les ramener déjà à 9%. On sait qu'ils sont en train de partir de baisse en baisse. Au-delà de la théorie, on les accorde de la chance et qu'ils au-delà fassent de la beaucoup de théorie, ça choses. doit se faire sentir parce qu'on n'allait pas expliquer. Ouais. À ma grand-mère restée au village, toutes ces théories, elle ne va rien comprendre. Merci beaucoup, Monsieur Lambert Ntambwe. Vous êtes expert en économie et finance. Vous serez encore les bienvenus prochainement pour d'autres. Vous comprenez que la matière est encore abondante et les minutes se grignotent tellement. Je pensais qu'aujourd'hui on allait avoir même 40 minutes pour dérouler la matière. 30 minutes déjà c'est bon. En 50, l'info c'est à chaque heure. Merci beaucoup. Il est 10h02 à Kinshasa. Nathan Diamouete, la minute d'information. Merci Crispin Chimiko, mesdames et messieurs. Dernière livraison d'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. À la une de l'actualité, révision au changement de la Constitution, le président de la République, Félix Tshisekedi, a de nouveau réitéré sa détermination devant les députés provinciaux du Haut-Katanga, tout en précisant qu'il n'avait jamais dit que c'est ces projets qui va aider la République démocratique du Congo ainsi qu'à résoudre tous les problèmes de la population.
La mission parlementaire dépêchée en Ouganda la semaine dernière a remis son rapport hier auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. La délégation conduite par Lambert Mende avait pour objectif d'échanger avec les autorités ougandaises en vue de renforcer la diplomatie entre les deux pays. À la une également, vandalisme au mausolée de Patrice Emery Lumumba. Les auteurs de cet acte doivent répondre devant la justice, vœu de l'association Lisanga Lumumba qui avait mené les démarches et qui exigeait la Belgique le corps de Patrice Emery Lumumba. En même temps, suspecte une main noire belge derrière cette affaire. 3 miliciens Mobondo sont arrêtés en flagrance par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Congo, précisément dans les territoires des Popo-Kabaka, dans le cadre de la sensibilisation lancée par les commandants de la zone du Grand Bandundu en vue de demander à la population de se désolidariser de rebelles. Et puis enfin, dans les cadres de leur 6e et dernière journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards de la RDC se sont qualifiés avec 12 points après 4 journées. Les hommes de Sébastien Desarbres se sont inclinés hier mardi 19 novembre sur les scores des débuts à 1 face à l'Éthiopie. Coup de sifflet final, le chef de l'État Félix Tshisekedi est descendu au vestiaire pour encourager les joueurs de la RDC dont la campagne des éliminatoires aura été satisfaisante. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition des 13h avec Bédrine Kenge. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Crispin Chibinkoufoua et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.